En serrant l'embrayage, le motard coupe le contact et le moteur, parcourant environ 200 mètres en roue libre avant de freiner. Musique, il déplie la béquille et descend de la moto. Une voiture spécifique garée un peu plus bas dans la rue lui indique qu'il est arrivé à temps pour faire ce qu'il avait à faire. Il regarde autour de lui. Seules quelques maisons ont encore des lumières allumées, sinon la rue est sombre. Il se glisse par le portail et se dirige vers la maison. Il ne s'approche pas de la porte, au lieu de cela, il longe le côté, ramasse le morceau de bois qu'il sait être là et s'installe pour attendre dans l'ombre. Il n'a pas à attendre longtemps. Moins de 5 minutes s'écoulent avant qu'il n'entende de l'eau s'écouler dans le siphon, signe que quelqu'un prend une douche. 1 minute plus tard, il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Il est reconnaissant que la lumière du porche ne s'allume pas. En restant baissé, il quitte sa cachette et observe l'homme fermer la porte d'entrée. Au moment où l'homme se retourne et commence à marcher, peut-être est-ce son besoin de garder secret le rendez-vous qu'il vient d'avoir. Il se peut aussi que le coup ne soit pas aussi violent que prévu. Quelle que soit la raison, il ne laisse échapper qu'un faible grognement lorsque le bois le frappe au genou. L'agresseur s'attend à ce qu'il hurle de douleur, ou au moins qu'il crie, mais le seul son, outre l'impact du bois sur les rotules, est un « étouffé alors que ses réflexes le forcent à reculer d'un pas. Debout, l'agresseur prend son élan pour un autre coup. Cette fois, le coup est porté en plein visage et met la victime à terre. Le seul bruit, hormis l'impact, est celui du corps inconscient heurtant le sol. Méthodiquement et systématiquement, l'antagoniste brise les bras, les jambes, les mains, les coudes et les articulations des genoux de l'homme inconscient. La seule raison de soupçonner qu'il n'est pas un professionnel est le petit hoquet de surprise au son sec des rotules qui se brisent. La victime ne reprend pas connaissance pendant qu'on la roue de coups. À l'exception du coup au visage, l'agresseur veille à ne pas endommager la tête, les côtes et les organes génitaux de sa proie. Moins de 2 minutes après le début de l'agression, l'attaquant est retourné à sa moto. Une sirène d'ambulance me tire de mes pensées. Elle me dépasse et semble aller dans la même direction que moi. En fait, je la suis jusqu'à chez moi. Une maison actuellement vivement éclairée par une multitude de gyrophares bleus provenant de 3 voitures de police et maintenant de l'ambulance. Un certain nombre de personnes en uniforme s'affairent dans le jardin de devant. Je me gare dans la première place disponible et cours vers ma maison. Qu'est-ce qui se passe, bordel, je crie. Un policier essaie de m'arrêter. Je l'esquive en posant des questions à tout le monde et à personne, et je me mets à crier, « Anne ! Anne, où es-tu ? Anne, où diable est ma femme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et finalement, c'est qui, ce type, bordel ? Et pourquoi il est allongé sur mon paillasson ? » Un autre flic se met sur mon chemin. Je lui pose des questions similaires. « Monsieur, veuillez vous identifier et indiquer la raison de votre présence. » Le fait que je demande après Anne et que je l'appelle ma femme devrait rendre ces questions superflues. Comment ces crétins, les gens qui sont censés résoudre les crimes, peuvent-ils n'en avoir aucune idée ? J'habite ici, maintenant. Où est ma femme ? Monsieur, veuillez vous contenir et cesser tout langage abusif. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Vraiment ? Comment diable le savez-vous ? Vous êtes déjà rentré chez vous pour trouver votre maison infestée de gens comme vous, en train de faire je ne sais quoi ? Personne. Pas un seul d'entre vous ne veut me dire où est ma femme. Et encore moins comment elle va. Sans parler de me dire qui est ce type et pourquoi il est étendu sur mon paillasson. La maîtresse de maison est en train d'être interrogée à l'intérieur, monsieur. Mais elle va bien, ai-je demandé. Oui, monsieur. Enfin, une réponse claire. Je remercie le flic et me faufile derrière lui alors qu'il est distrait par le type sur mon paillasson qu'on déplace sur une civière, avec l'agent Martin qui me suit. J'entre et trouve Anne et 2 officiers en civil dans le salon. Qu'est-ce qui se passe, Anne ? Pourquoi y a-t-il un type à moitié mort sur le paillasson ? Elle se met à pleurer à chaudes larmes et l'un des flics dit, « Monsieur Dubois, calmez-vous. » Pourquoi ? Et surtout, comment ? J'exige de savoir. Je rentre à la maison après une longue journée et je trouve tout ce bazar, et personne ne veut me dire pourquoi. Les 2 policiers en civil se regardent et celui qui m'a dit de me calmer prend la parole. À 23h49, un appel a été passé au service d'urgence signalant un homme battu à cette adresse. Une voiture a été dépêchée, mais à son arrivée sur les lieux, l'agresseur avait quitté la zone. Les agents ont évalué l'état de la victime et ont appelé une ambulance et des renforts. Maintenant. Où étiez-vous à minuit moins 10 ?
En train de descendre la 1, je suppose, probablement vers l'échangeur de la 6. Pourquoi pensez-vous que j'ai fait ça? Quelle raison aurais-je eu? Je m'interromps et regarde ma femme. Tu étais intime avec ce type? Elle se lamente de nouveau, enfouissant son visage dans ses mains. Tu l'étais, n'est-ce pas? Je crie. Elle continue de pleurer dans ses mains. Je pousse un grognement de dégoût et regarde le flic. Si vous trouvez qui a fait ça, dites-lui que je lui dois une bière ou deux. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre une douche. Désolé, monsieur. Nous devons nous assurer que vous n'êtes pas impliqué dans l'agression. Vous examinez pour voir s'il y a du sang et ce genre de choses. Je lui lance un regard qui, je l'espère, montre mon incrédulité avant de me pencher pour commencer à enlever mes bottes. Je les enlève d'un coup de pied, puis retire mon sweatshirt, mon t-shirt et mon jean, tout en le fixant d'un air de défi, vêtu uniquement de mes chaussettes et de mon caleçon, je désigne mes vêtements sur le sol et demande « Autre chose, monsieur ?» Il prend une profonde inspiration avant de continuer. « Veuillez remettre vos vêtements. » Pourquoi? Pour que vous puissiez m'emmener au poste un peu plus tard, me faire les enlever à nouveau et porter une combinaison en papier jusqu'à ce que vous daigniez me relâcher? Non, vous pouvez aller vous faire voir. En fait, je ne vais pas remettre de vêtements. Je vais prendre une douche. Monsieur, vous ne pouvez pas, dit-il alors que je m'éloigne de lui au lieu de me diriger vers la porte. Je vais jusqu'au buffet et me sers un grand verre de Shiva. Entièrement nu, je me retourne et le dévisage en le buvant d'un trait, puis je m'en sers un autre. Je lève mon verre vers lui et souris avant de vider le second, le regardant discuter frénétiquement avec l'un de ses collègues. Lui et son collègue commencent à marcher vers moi alors que j'en verse un troisième. Monsieur, nous avons besoin que vous vous absteniez de boire. Nous devrons vous interroger formellement. Vous avez besoin, vous avez besoin. Tout tourne autour de vos besoins. Eh bien, moi. J'avais besoin de rentrer à la maison sans trouver une horde de flics et d'ambulanciers dans mon jardin. J'avais besoin de rentrer chez moi auprès d'une femme aimante et fidèle. Je n'avais pas besoin de trouver l'amant de ma femme sur mon paillasson. Et maintenant, j'ai besoin d'une douche. D'un verre, et que vous foutiez le camp de ma maison. N'hésitez pas à emporter la salope avec vous. Un autre gémissement pitoyable vient de la femme. Je jette un coup d'œil vers elle. Je ne l'ai pas fait exprès. Une action involontaire, un réflexe. Je regarde pendant moins d'une seconde. Elle est debout, seule, en pleurs. Ses mains sont tombées mollement le long de son corps. Elle a l'air faible, impuissante et abattue, me fixant. Ses yeux supplient, probablement pour de la compréhension, peut-être de la sympathie. Quelque chose, n'importe quoi pour la réconforter. Eh bien, qu'elle aille au diable. C'est elle qui a causé tout ça, alors c'est à elle de gérer. Je vide mon verre et monte pour aller me changer. Je n'arrive pas bien loin avant qu'une femme en combinaison de plastique jaune ne m'aborde. Après quelques exigences de sa part, je lui permets à contre-cœur de m'examiner pour déceler des signes d'une altercation. Bien sûr, elle n'en trouve aucun, et après que je lui ai donné les vêtements que je viens d'enlever, elle me donne la permission de me nettoyer et de m'habiller. Elle décline mon offre de lui laver le dos. L'odeur nauséabonde de la trahison agresse mes narines lorsque j'entre dans la chambre. La puanteur âcre du whisky éventé se mêle rapidement aux odeurs persistantes de sueur et d'intimité. Des spasmes douloureux me serrent l'abdomen, la colère m'envahit et je traîne le matelas souillé hors du lit, descends les escaliers, sors et le laisse sur la pelouse devant. De retour dans la chambre, j'ouvre une fenêtre en grand et commence à jeter ses vêtements et autres affaires par celle-ci. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. En entendant mon nom, je m'arrête brièvement puis continue à éjecter les détritus de mon mariage par la fenêtre. Monsieur Dubois. Je me tourne vers lui. Monsieur Dubois, j'ai besoin que vous veniez avec moi pour que je puisse prendre formellement votre déposition. Pourquoi, ai-je demandé. Vous savez très bien pourquoi. Vous avez déjà ma déposition, et à moins que vous ne m'arrêtiez, je n'irai pas au commissariat avec vous, dis-je d'un air suffisant. En fait, je m'assurerai que vous soyez entièrement blâmé dans ma plainte pour arrestation abusive. Moi, contrairement à la majorité de vos clients, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien ajouté de plus. Je n'en ai pas besoin. Je peux le prouver, et je suis sûr qu'il le découvrira plus tard. Je le regarde alors que la colère monte, ses yeux, la couleur qui monte de son cou à son visage. Il me fait penser à l'un de ces personnages de dessin animé,
Donald ou Daffy Duck sur le point d'exploser. Peut-être Sam le pirate. Oui, Sam le pirate. Il ne lui manquait qu'une moustache orange tombante et un chapeau de 10 gallons. Je le vois lutter pour garder son sang-froid. Finalement, il parvient à reprendre le contrôle et réussit à articuler quelques mots. Monsieur Dubois, vous ne me laissez pas d'autre choix, je vous place donc en état d'arrestation pour suspicion d'agression sur Monsieur David Petit. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais cela pourrait nuire à votre défense si vous ne mentionnez pas lors de l'interrogatoire quelque chose que vous invoquerez plus tard au tribunal. Tout ce que vous direz pourra être utilisé comme preuve. Si vous n'avez pas d'avocat ou n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera désigné. Souriant comme un chat du Cheshire, j'enfile un jean et un t-shirt et dis joyeusement, on y va? Il me conduit dehors. En passant devant la porte ouverte du salon, je ne peux pas résister et je lance, heureuse maintenant? Ramasse tes affaires et fiche le camp. Va chez ta mère ou dans n'importe quel bordel où tu travailles. On me remet à 2 agents en civil qui me font monter à l'arrière d'une voiture et me conduisent au poste. En chemin, l'un d'eux dit, vous avez vraiment salement amoché ce type. Non pas que je vous blâme. J'aurais probablement fait la même chose s'il avait été avec ma femme. Si j'avais été au courant pour lui, dis-je entre les dents, j'aurais fait plus que ça. Comment va-t-il? Va-t-il vivre? Je ne sais pas, dites-moi, cet officier, l'inspecteur, est-il toujours aussi con? J'entends 2 ricanements étouffés, mais aucun ne donne son avis. Peu de temps après, je suis enregistré et laissé dans une salle d'interrogatoire. M'attendant à une longue attente, je pose ma tête sur mes bras et j'essaie de dormir. Il semble que chaque fois que je parviens à m'assoupir, quelqu'un entre en trombe et me réveille. Finalement, l'inspecteur abruti entre et s'assoit de l'autre côté de la table. Après m'avoir demandé si je voulais une représentation légale, il me met de nouveau en garde et m'informe que l'interrogatoire est enregistré. Il énonce son nom, le mien et l'heure, 4h57, m'inculpe d'agression, à la fois avec circonstances aggravantes et de coups et blessures graves, et me dit qu'ils envisagent des accusations de tentative de meurtre. Il me conseille à nouveau de prendre un avocat. Après avoir de nouveau refusé, il me demande où j'étais au moment de l'agression sur M le briseur de ménage. Je parle comme si je le trouvais mentalement déficient d'une certaine manière. En articulant lentement et avec soin, je dis, comme je vous l'ai dit la nuit dernière, je rentrais de Lille. J'ai conduit directement chez moi sans m'arrêter et j'ai suivi une ambulance jusqu'à ma maison après qu'elle m'ait dépassé sur la route de Beauvais. À mon arrivée, je découvre une brigade de policiers, vous y compris. Est-ce une brigade? Peut-être qu'un groupe ou une meute serait plus approprié. Néanmoins, vous étiez nombreux et il y avait une pauvre andouille ensanglantée sur mon paillasson. Peu après, j'ai également découvert que ma femme était la truie avec qui il avait été intime. Depuis lors, on m'a pris mes vêtements et on ne m'a pas permis de me nettoyer après une longue journée de travail. Même si j'ai vomi et suis resté nauséeux pendant un certain temps après avoir vu et senti la confirmation résiduelle de la trahison de ma femme. De plus, on m'a empêché de dormir. Je suis maintenant éveillé depuis plus de 25 heures. Je fais une brève pause. Tout cela, je vous l'ai dit chez moi peu de temps après mon retour. Je regarde sa colère monter à nouveau. Je note que plus tôt j'avais manqué le rougissement de ses oreilles comme premier signe de son mécontentement la première fois que je l'avais provoqué. Avez-vous un moyen de corroborer cela? Oui. S'il avait pu s'en tirer, je jure qu'il m'aurait frappé. Au lieu de cela, il demande, en forçant les mots à sortir, pourquoi n'avez-vous pas dit cela avant? Pourquoi n'avez-vous pas demandé? Je pense que 2 bonnes minutes passent avant qu'il ne parle à nouveau. Quelle preuve? A-t-il encore ses parties intimes, ai-je demandé. Quoi? A-t-il encore ses parties intimes? J'aurais pensé que c'est une question facile à répondre. Un simple oui ou non. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Question trop difficile pour vous? Je vais essayer de vous la faciliter. Si j'avais su que je suis marié à une salope trompeuse et qu'on l'avait trouvée avec un type, j'aurais viré la femme et castré le dit type. Par conséquent, s'il a encore ses parties intimes. Ce n'était pas moi. Monsieur Dubois, je ne pense pas que vous preniez cela au sérieux. Bon sang, peut-être que vous n'êtes pas aussi stupide que vous en avez l'air. Je souris et fais semblant d'être choqué. Je vous le demande encore. Avez-vous une preuve que vous n'étiez pas là? Pas sur moi, mais si nous retournons à ma camionnette, je peux prouver où j'étais à 7h30.
Et à quoi cela servirait-il? Je reste assis et hausse les épaules. Il me regarde d'une manière qui me fait penser qu'il essaie de me soumettre par le regard. La pensée me fait rire et il me lance sèchement, quelle est cette preuve? Oh, peut-être juste une preuve de livraison signée, datée et horodatée indiquant que j'étais à Lille vers 7h30. Ça ira? J'essaie de ne pas sourire en le regardant essayer de calculer le temps nécessaire pour parcourir les 230 km. J'échoue. En fait, je ris à nouveau quand il commence à compter sur ses doigts. Ses oreilles sont assez rouges pour que s'il se tenait sur le bord d'une route, la circulation s'arrêterait. Finalement, il dit triomphalement, qu'est-ce que c'est? Environ 230 km, principalement des voies rapides et des autoroutes. Si vous appuyez sur le champignon, vous auriez pu le faire sans problème. Non, non, mon pote. Ça ne vous donne pas d'alibi. Tout doit concorder alors, n'est-ce pas? Je souris et lève plusieurs fois les sourcils vers lui, le provoquant davantage. Me regardant d'un air menaçant, il crache qu'il a suspendu l'interrogatoire, me dit de ne pas bouger et quitte la pièce. 5 minutes plus tard, il revient en trompe dans la pièce. Vous saviez que mes calculs étaient faux, n'est-ce pas? Je ne dis rien. Ma seule réponse est un large sourire alors que je l'imagine crier « You !» tirant avec 6 coups et se proclamant l'inspecteur le plus pourri de toute la Normandie. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas de moustache orange tombante. Je glousse un peu en pensant que sa connaissance de la géographie et ses compétences en mathématiques sont enregistrées pour la postérité. Il quitte à nouveau la pièce et après 10 minutes, je décide d'essayer de reposer ma tête. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas m'arrêter de ricaner. Finalement, et quelque peu soumis, il me dit que je peux partir. Ce n'est pas si simple. Bien sûr, je dois être formellement libéré et signer des formulaires avant d'être autorisé à reprendre ma joyeuse vie. Une partie de moi est heureuse que la femme soit encore à la maison quand j'y arrive. La partie de moi qui a oublié de prendre mes clés la nuit dernière et la partie qui ne voulait pas faire le choix de forcer l'entrée de ma propre maison et d'avoir une fenêtre à réparer ou de camper sur le matelas sur la pelouse. Pour être honnête, on dirait qu'elle n'a pas beaucoup plus dormi que moi. Bien sûr, alors qu'elle me laisse entrer, elle est pleine d'excuses, disant que c'était une erreur et qu'elle ne le referait jamais. J'ai réussi à me contenir même quand elle a dit que c'était la première fois. Je devais être prudent et maintenir mon ignorance. Après tout, si j'en avais eu connaissance à l'avance, il aurait pu être possible que j'aie commandité l'attaque d'une manière ou d'une autre. Ignorance et platitude, je monte prendre cette douche que je m'étais promise la nuit dernière. Alors que l'eau chaude coule sur moi, je commence à planifier ma journée. La première chose à laquelle je pense est de voir un avocat. Travaille-t-il le samedi? Je décide de chercher sur Internet une fois que j'aurai fait une autre tâche. Je me sèche avec une serviette et vais dans la chambre pour prendre une chemise propre, un caleçon et des chaussettes. Rien n'a changé depuis ma dernière visite ici. Je jette un coup d'œil par la fenêtre et fais un signe de satisfaction en voyant ces vêtements orner encore nos jardins et ceux de 2 voisins. Chercher un avocat devient la 3e chose sur ma liste de choses à faire. Alors que j'arrive en bas des escaliers, elle m'appelle pour me dire qu'elle a fait un café. Je dois admettre que j'en ai vraiment besoin. Je la rejoins dans le salon. Elle est debout, me regardant. Ses yeux sont rouges et des traînées de larmes parcourent ses joues. C'est qui, ai-je demandé. Personne. Je veux dire, personne que tu connais. Je reste là à la regarder, attendant une réponse à ma question. Je ne sais pas combien de temps s'écoule avant qu'elle ne craque. Daniel Martin. Armé de ce nom, je vais au téléphone et compose le numéro de l'hôpital. Quelques mots avec quelqu'un à l'autre bout du fil, et on me passe son service. Je m'enquière de sa santé, et bien sûr, il débite les conneries habituelles sur le fait qu'ils ne peuvent rien me dire du tout. Alors, je demande s'il a de la famille avec lui. Je souris quand ils me disent que sa femme est là et qu'elle va aller la chercher. J'écoute le cliquetis de ses pas s'éloignant puis revenant avant que le combiné ne soit décroché. Allô, ici Julie Martin. Qui est à l'appareil? Bonjour Julie, je m'appelle Luc Dubois. Vous ne me connaissez pas. D'ailleurs, votre mari non plus. Je vous appelle pour vous donner mon adresse. Je ne comprends pas. Pourquoi voudrais-je connaître votre adresse? Je pensais que vous aimeriez peut-être venir rencontrer ma femme, Anne Dubois. Et pourquoi, monsieur Dubois, voudrais-je rencontrer votre femme? Oh, je pensais juste que vous préféreriez un endroit un peu plus privé qu'une chambre d'hôpital pour votre première rencontre.
Vous savez, vous pourrez parler de choses et d'autres. Vous savez, des choses dont les femmes parlent, le tricot, le ménage. Ce genre de choses. Peut-être échanger des recettes et discuter de la longueur et de la largeur des parties intimes de votre mari et de ce qui fait de lui un amant si formidable que ma femme a choisi de devenir mon ex-femme pour l'amour de ça. Anne m'avait observé, écoutant chacun de mes mots avec incrédulité, mais finalement elle a crié « non ». Je m'attends à ce que Madame Martin raccroche violemment le combiné. Au lieu de cela, elle me demande mon adresse. Je la lui donne avec mon numéro de portable, et elle me dit qu'elle viendra tout de suite. Je lui dis que je vais mettre la bouilloire en marche. En attendant, je pense à étendre une bâche en plastique sur le sol du salon. Mais après avoir vérifié la quantité de yaourt et de crème fouettée dans le réfrigérateur, je décide de ne pas le faire. Beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru possible, un crissement de pneus annonce son arrivée. J'espère qu'elle a tenu compte des 2 radars automatiques. Je préférerais qu'elle n'ait pas d'amende en plus de tout le reste. J'ouvre la porte d'entrée avant qu'elle n'y arrive. Je suis content de l'avoir fait. La façon dont elle entre, je pense qu'elle l'aurait peut-être défoncée si elle avait été fermée. En voyant ma femme, elle demande « C'est vrai ?» Écoute, ce n'est pas comme un son rappelant un coup de fouet emplit mes oreilles. N'ose même pas me mentir, espèce de femme infidèle, crie Julie. Tu dois comprendre, sanglote Anne. On ne voulait pas que ça arrive. Quoi? Je me demande. Tu ne voulais pas t'habiller en sous-vêtements sexy pour lui. Tu ne voulais pas l'inviter ici quand je n'étais pas là. Je me demande silencieusement alors que le petit drame se déroule devant moi. Tu veux dire toi et lui, et tu n'as rien fait pour l'arrêter. La voix de Julie n'est plus qu'à 90 décibels. On pouvait juste, balbutie Anne. Tu aurais pu dire non, je suis marié, ou non, tu es marié. Il aurait dû dire la même chose, mais au lieu de ça, tu as choisi d'être une femme infidèle. La voix de Julie était maintenant assez basse pour être qualifiée de cri. Non, non, ce n'était pas comme, clac. Eh bien, j'espère que tu seras heureuse avec lui. Prends soin de lui quand ils le laisseront sortir de l'hôpital. Elle ricane. Ils me disent qu'il aura besoin de beaucoup de soins. Tu devras l'habiller, le nourrir, et même lui essuyer le dos. Ton mari a fait un sacré bon travail pour l'éduquer. Elle se tourne vers moi et dit gentiment, merci. Oh, excusez-moi, mais comme je l'ai dit à l'inspecteur Cervelle de Moineau la nuit dernière, si je l'avais fait, il n'aurait plus ses parties intimes. Non, j'attendrai qu'il soit de nouveau sur pied avant de lui faire savoir à quel point il m'a énervé. Thé ou café? Café, s'il vous plaît, dit-elle avec un sourire. Nous laissons la femme infidèle et allons nous asseoir dans la cuisine. Les partenaires innocents et trahis pour parler de beaucoup de choses, de personnes trompeuses, de partenaires déloyaux, de mariage et de tout ce qui se trouve entre les deux. De pourquoi les tricheurs mentent et de la souillure de nos alliances. Nous parlons pendant un moment. Plusieurs fois, j'entends Anne sortir dans le couloir puis retourner dans le salon. Peut-être qu'elle n'aime pas nous écouter partager notre douleur et notre trahison. Quand nous sentons que nous avons assez parlé, je la raccompagne à la porte et lui dis au revoir. Je la suis dehors et je traîne le matelas dans le jardin arrière. Je ramasse les vêtements de la salope et d'autres babioles et je les empile dessus. Quand je sors le bidon d'essence vers de l'abri de jardin, je l'entends crier « non » à nouveau. Je commence à verser le contenu sur le tas alors qu'elle court vers moi. Tu as du feu, je lui demande, puis j'ajoute. Pas la lumière rouge que tu accroches dehors quand je ne suis pas là. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne brûle pas mes affaires, s'il te plaît. Non. J'ai une chose à faire que je laissais pour après que ça brûle. Je vais faire ça d'abord, mais quand ce sera fait, je reviendrai et je brûlerai tout ce qui sera encore là. S'il te plaît, Luc, ne fais pas ça. Je suis désolé. Je t'aime. Ouais, bien sûr que tu m'aimes. Si, Luc. Je ne le pensais pas. Je n'ai pas réfléchi, tu n'as pas réfléchi à quoi? Tu n'as pas pensé que je le découvrirais. Tu n'as pas pensé que ça avait de l'importance. Non, espèce de femme infidèle. Tu n'as pas pensé que moi, j'avais de l'importance. Eh bien, va te faire voir. Maintenant. Ramasse tes affaires et dégage avant que je ne te jette sur le tas avec le reste de la merde. Je rentre à l'intérieur et quelques minutes plus tard, je cherche des avocats. J'en choisis un, mais il n'est pas ouvert aujourd'hui,
donc je devrais attendre jusqu'à lundi. Je retourne dehors pour trouver qu'Anne a ramassé la plupart de ses vêtements et autres affaires et est partie. Poussant un soupir de soulagement, j'enflamme le matelas et ramasse les quelques morceaux qu'elle a laissés tomber et les jette dessus. 14 mois s'écoulent avant que je ne reçoive le jugement de divorce définitif, changeant mon statut à célibataire. Les marmots d'Anne ont maintenant 6 mois et ils ne sont définitivement pas les miens, donc je n'ai pas à payer pour les petits salauds, ce qui est bien. Le pasteur Daniel Martin essaie toujours d'obtenir le pardon de sa femme. Personnellement, je pense qu'il veut juste une main familière pour s'essuyer le cul parce qu'il ne peut pas encore le faire lui-même. Quant à l'inspecteur Bruno Petit, sérieusement, c'est son nom. Il n'a jamais découvert qu'il a fait, bien qu'il m'ait convoqué encore 2 ou 3 fois pour l'aider dans ses enquêtes. Mais je n'ai pas été très utile. Il y a quelques petites choses que je ne lui ai pas dites. Je ne lui ai pas dit que mon ami Marc m'avait appelé quelques semaines plus tôt. Je ne lui ai pas dit qu'elle lui avait ouvert la porte vêtue d'un déshabillé et lui avait dit de déguerpir, ni que Marc était resté près de sa moto pour fumer une cigarette et appeler un autre ami et qu'il avait justement vu le pasteur arriver et être accueilli par Anne. Je ne lui ai pas dit que Marc m'avait retrouvé à Lille avec une moto très rapide, une Hayabusa si ça vous intéresse, ou que nous avions échangé nos véhicules, me permettant de rentrer à la maison juste au moment où le type terminait sa visite avec ma femme. Je n'ai certainement pas mentionné comment je lui ai transmis un message clair sur les conséquences de ses actes, ni que je me suis rendu à un endroit préarrangé, que j'ai enlevé la combinaison que j'avais portée pour le trajet, et ainsi de suite. Je n'ai pas non plus dit comment j'ai ensuite retrouvé Marc sur une aire de repos quelques kilomètres plus loin sur une route de campagne sombre et que nous avons de nouveau échangé nos véhicules avant de rentrer à la maison. Et nous voici arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours. Alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.